Bien, il est 19 heures. Bienvenue à tous. Juste un petit mot. Donc, moi, je suis le professeur Guiton. Je suis chef de service de la réanimation du Mans. Je suis aussi vice-président du CEMIR. Et vraiment, je voulais encore une fois m'excuser pour les deux derniers topos qu'on échoué pour des raisons techniques ou logistiques. On en est vraiment sincèrement désolé. Donc, le programme va permettre de rattraper ces exposés-là. Et puis, on ne va pas perdre de temps, puisque aujourd'hui, tout fonctionne. Et donc, on est très content d'accueillir Jean-Damien Ricard. Jean-Damien est PUPH de médecine intensive réanimation. Il est chef de service à Louis Maurier en région parisienne à Colombes. Et puis, il a plusieurs cordes à son arc, mais c'est un de nos grands spécialistes de l'insuffisance respiratoire aiguë. Et aujourd'hui, il va nous parler de la gestion de l'hypoxémie sévère en ventilation spontanée. Jean-Damien, c'est à toi. Ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si tu as prévu quelques stops dans l'exposé, mais n'hésitez pas à poser des questions et au moins on les relaiera à la fin. Donc vraiment que n'hésitez pas. Voilà, à toi. Merci beaucoup, Christophe. Et oui, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'ai pas le contrôle du chat là, parce que je suis en plein écran. Mais Christophe, si toi tu le surveilles, Oui, vraiment, oui, moi je surveillerai s'il y a des questions. tu n'hésites pas. Et moi, ça me pose pas de souci d'être interrompu. C'est parfois mieux de le faire entre guillemets in situ qu'à la fin. Moi, je vous prie de m'excuser éventuellement pour le son de ma voix, éventuellement si je tousse un peu, parce que je suis en plein Covid. Voilà, ça va un petit peu mieux, mais voilà, ça expliquera éventuellement une voix un tout petit peu nasillarde. En tout cas, je suis ravi de vous faire cet exposé donc effectivement sur la gestion de l'hypoxémie sévère en ventilation. Voici mes conflits d'intérêts en lien avec cette présentation, essentiellement au travers de contrats ou de financements obtenus avec la société Fischer Paykel qui, comme vous le savez, fabrique des dispositifs de cryothérapie à haut débit. Pour contextualiser un petit peu cette présentation, donc ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que finalement, pas loin de la moitié de patients qu'on prend en charge pour une hypoxémie sévère en réanimation vont avoir besoin d'une intubation et d'une ventilation mécanique invasive. Et en fait, finalement, quel que soit le support ventilatoire initial qu'ils ont reçu, à savoir l'oxygène standard, le haut débit nasal ou la VNI. On sait également qu'il y a, et je vous l'illustrerai, il y a un lien clair, pas forcément directement de causalité, mais en tout cas, il y a un lien statistique entre l'utilisation excessive à la fois de la ventilation non invasive, mais également du haut débit nasal et la mortalité. Et puis, pour complexifier un petit peu tout ça, le fait qu'on ait une absence de critères parfaitement consensuels sur l'intubation, ce qui peut amener éventuellement un excès d'intubation et d'exposer finalement inutilement des patients aux complications de la ventilation mécanique. Et donc, comme je le disais, malgré plusieurs conférences de consensus et de recommandations dans le domaine, on n'a finalement pas de définition extrêmement claire sur l'intubation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë, ni sur le timing, ni sur les indications. Et donc, ceci va aboutir à des hétérogénéités pratiques que je vais également vous illustrer. Et finalement, on pourrait se poser la question de savoir finalement est-ce que c'est très très grave, chacun fait un peu à sa sauce et puis tout le monde s'en tire à peu près bien. Je vais essayer de vous convaincre en tout cas que ça peut avoir un impact. Et donc, les enjeux, bien évidemment, ça va être d'identifier précisément les patients qui vont avoir besoin de l'intubation pour éviter l'intubation à ceux qui n'en ont pas besoin. Ça va être également de les intuber précocement pour éviter la surmortalité liée au retard à l'intubation. Et puis, en dernière partie, et j'aurai peut-être pas le temps d'aller trop dans le détail, mais d'essayer d'imaginer ou de déterminer le ou le meilleur support ventilatoire non invasif avant cette phase d'intubation. Comme je le disais, aucune recommandation internationale, c'est assez étonnant finalement si on prend les deux dernières, les plus récentes, à la fois que ce soit en France ou en Angleterre, sur donc les recommandations formées des experts sur l'intubation, finalement il n'y a rien sur à quel moment on doit la faire, quels sont les critères qui doivent conduire à l'intubation, encore une fois, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, malgré finalement après un travail très exhaustif sur la façon de réaliser le geste, mais sur les indications, le timing, rien du tout. Et pour complexifier encore plus finalement le débat, cette notion, même s'il n'y a encore pas de preuve véritablement clinique sur sa validité, mais en tout cas un faisceau d'arguments, sur cette idée de lésion auto-infligée par le patient au cours de la ventilation spontanée, avec cette idée que peut-être à un moment donné, il faut essayer d'interrompre ce cercle vicieux, mais également on ne sait pas exactement quand le faire. Je vous disais, des hétérogénéités de pratiques, je vais les illustrer ici. Donc, c'est une enquête internationale auprès de réanimateurs
sur quels sont pour vous les critères pour démarrer une ventilation invasive. Et puis, on va les interroger sur 3 grands domaines de critères, évidemment les plus habituels, hémodynamique, respiratoire et neurologique. Sur les respiratoires, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents items, mais c'est l'oxynothérapie, l'hypoxémie, la cyanose, la détresse, la fréquence respiratoire. On peut finalement se dire qu'il y a un relatif accord, peut-être moins sur la fréquence respiratoire. Là, elle était proposée à 30 et c'est là où il y avait la plus grande hétérogénéité de réponse. Sur les aspects neurologiques, là aussi, pas mal de variabilité dans les réponses. Et sur les critères hémodynamiques, c'est là où on a peut-être le plus, vous voyez, finalement, en fait, pas d'accord du tout et beaucoup de désaccords sur les différents critères. Et donc, évidemment, ces hétérogénéités de pratiques, d'indications, aboutissent à des hétérogénéités de pratiques en termes d'incidence d'intubation. Je vous encourage vivement à lire cet article donc, qui est issu de l'équipe d'Angers, Nicolas Leroll, Cédric Darro, qui ont regardé finalement quel était le timing et puis le recours à l'intubation trachéale. Alors, pas dans le domaine de l'insuffisance respiratoire aiguë, même si ça s'en approche un peu, parce que parfois on a des mêmes, de même typologie de patients, mais ici des patients en choc septique. Et donc, c'est une étude multicentrique observationnelle. Le côté multicentrique est important, puisque c'est là-dessus qu'on va finalement analyser les résultats. Et donc là, je vais vous présenter l'incidence, ou plus exactement la probabilité d'être intubé dans les 72 premières heures. Et vous voyez qu'on a un pic à peu près un tout petit peu avant H8, et puis après une décroissance très nette après H24 et H48. Et donc ça, c'est le profil, c'est la vie de tous les jours. Les patients qui se présentent en état de choc septique dans nos services de réanimation, vous voyez, ils ont à peu près cette distribution d'intubation, donc une intubation, on va dire, majoritairement précoce, pas loin de 45% d'être intubés avant la 8e heure. Mais ils se sont intéressés à quelles étaient véritablement ces incidences dans les différents centres. Et vous voyez ici le nombre de patients intubés à H8, donc c'est la colonne noire, et à H72 en grisé. Et donc ça, c'est dans les 18 centres qui ont inclus au moins 20 patients pour qu'il y ait au minimum un peu de poids dans ces différents centres. Et vous voyez que finalement, ce pourcentage, il va varier entre 5 et 45%. Donc, pour les patients intubés, on va dire précocement. Et puis, excusez-moi, et il varie également de façon assez conséquente pour ceux qui sont intubés à la 70e heure. Donc, vraiment, finalement, une hétérogénéité de pratique extrêmement importante, alors que tous ces patients sont en état de choc, sous catécholamine, répondent à une définition assez simple, on va dire, de leur défaillance. Et donc, ça traduit d'abord, le fait que, oui, certainement, on a besoin de critères peut-être un petit peu plus stricts pour cela, mais que peut-être aussi, il y a d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte dans le choix d'intuber ces patients. Et ça, je l'aborderai en toute fin de présentation. Alors, la question, c'est est-ce que finalement, ça a un impact? Est-ce que c'est très gênant qu'il y ait certains centres qui n'intubent pas du tout avant la 8e heure et d'autres beaucoup? Est-ce que ça a un impact sur le pronostic des patients? Pour illustrer ça, quelques données là ici anciennes, ces auteurs ont regardé le lien de causalité entre la réintubation après échec donc d'une extubation qui avait été conduite et donc le timing de la réintubation. Donc, on s'éloigne un tout petit peu de l'insuffisance respiratoire aiguë simple, puisqu'il y a évidemment plein d'autres causes, l'encombrement, peut-être un OAP, mais en tout cas, c'est pour illustrer ce lien entre un délai d'intubation et la mortalité. Et donc, vous voyez à gauche le temps de réintubation jusqu'à 72 heures, et à droite, le lien avec la mortalité. Et vous voyez que plus cette réintubation intervient tardivement, plus la mortalité est très importante et de façon assez significative, puisqu'on va du simple au triple quasiment, entre 24 et 69%. Alors, encore une fois, je le redis bien, c'est multifactoriel, ça n'est pas que de l'insuffisance respiratoire aiguë, mais ça illustre quand même bien ce lien entre retard à l'intubation et excès de mortalité. Et puis, de façon plus précise, et là, dans ce qui nous concerne, l'hypoxémie sévère est la plus sévère, puisque c'est le SDRA, et donc cette étude s'intéresse au lien entre l'outcome des patients avec un ARDS et le timing de l'intubation.
Premier chiffre, la grande majorité des patients sont intubés précocement, 77% dans cette étude. Certains n'ont jamais besoin d'être intubés, et ça, c'est une population intéressante parce qu'elle a évidemment, et vous allez le voir, le meilleur pronostic, mais il faut savoir se limiter ou ne pas restreindre cette population. Et puis, un petit nombre de patients sont intubés tardivement. Et donc, sans surprise, les patients qui ne sont pas intubés du tout, les couleurs ne sont pas très très bien, mais c'est la ligne tout en haut grisée, donc ont la probabilité de survie la plus importante. Celle qui est intermédiaire, ce sont les patients qui sont intubés précocement, et celle qui a la mortalité la plus importante, 50%, ce sont les patients qui sont intubés tardivement. Et donc cette étude, et il y en a eu d'autres, illustre très clairement ce lien entre intubation tardive, quelle que soit la cause, ce n'est pas forcément un retard à l'intubation, mais en tout cas c'est une intubation tardive, et la surmortalité. Lorsqu'ils regardent les résultats à 24 mois, on a exactement le même profil. Des résultats concordants dans cet autre essai, là encore une fois au cours du sepsis, avec des patients qui sont intubés dans les 48 premières heures, qui ont un pronostic meilleur que ceux qui sont intubés après la 48e heure d'admission dans le service. Et donc, ces patients, avant d'être intubés, sont pris en charge par différents dispositifs, principalement la VNI et l'oxygénothérapie à haut débit. Et donc, je vous ai parlé de ce risque de mortalité lorsqu'on prolonge sans doute inutilement cette technique, une institut de décès ancienne, là maintenant, 10 ans, au cours de pneumonie, principalement des pneumonies communautaires, traitées par VNI. Alors, on peut également discuter de cette indication, mais à l'époque, en tout cas, puis en Italie, dans ce travail, c'était fait assez couramment. Et donc, vous voyez illustré ici, donc, tous ces patients ont été en échec de VNI, donc ils ont été intubés. Et donc, on vous propose la durée moyenne de VNI avant l'intubation, que ces patients aient une issue favorable à gauche ou malheureusement défavorable à droite avec les décès. Et vous voyez que vous avez une différence très très nette sur la durée de cette VNI avant l'intubation entre les décédés et les vivants, qui est vraiment significative, vous voyez, entre 32 heures et 78 heures. Et donc on a très clairement, a posteriori c'est toujours facile à le dire, mais on a très clairement le sentiment que ces patients-là, on a poussé au bout cette technique, et sans doute est-ce qu'ils ont été intubés beaucoup trop tard et que ça explique cette surmortalité. Des résultats similaires au cours de l'oxygénothérapie à haut débit. Cette fois-ci, c'est en Corée du Sud. Ce sont des patients qui ont tous eu besoin d'être intubés, vous voyez, entre janvier 2013 mars 2014. Et en fait, ils sont classés en fonction du moment auquel intervient l'intubation, soit avant la 48e heure, soit après la 48e heure. Vous voyez que ça a un impact considérable sur la mortalité. Intubé avant la 48e heure, 39% de mortalité. Intubé après la 48e heure, 66% de mortalité. Cette étude est critiquable pour pas mal de raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement où sont ces patients avant d'être en réanimation, et vraisemblablement, ils reçoivent l'OHD dans des salles standards, on va dire, ou sans doute est-ce que la surveillance est moins bonne. On peut également questionner ce taux très très important de mortalité qui n'est plus celui qu'on voit maintenant au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë. Néanmoins, il y a quand même cette différence, au moins, si on la prend non pas en valeur absolue, mais moins relative, cette différence vraiment étonnante par rapport au timing de l'intubation. Et en fait, il faut regarder dans les détails, comme toujours dans les papiers. Dans le groupe dit intubé précocement, c'est-à-dire avec un cut-off à 48e heure, lorsqu'on regarde en détail, en fait, les patients n'ont eu l'OHD que pendant 10 heures. Et à la 10e heure, en médiane, ils ont été intubés. Et puis là aussi, lorsqu'on regarde ceux qui sont intubés tardivement, donc dit après la 48e heure, en fait, dans le détail, ils sont intubés en médiane 126 heures après le début du traitement par haut débit nasal, et donc c'est-à-dire 126 heures, c'est 5 jours avant d'être intubé. Là aussi, on peut penser que ça a été vraiment excessif et que ça a contribué à la surmortalité. Et donc, notre difficulté, on a clairement le sentiment qu'il va falloir prendre un certain nombre de ces patients avec une prise en charge non invasive, d'abord parce que certains, ça va suffire pour certains, et donc il faut clairement pouvoir les accompagner avec cette prise en charge. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une prise en charge non invasive? Du côté du patient, je crois qu'il faut toujours se rappeler qu'on est là pour, évidemment, soulager la dyspnée, améliorer l'oxygénation, et puis diminuer leur travail respiratoire. Et on sait qu'avec nos techniques non invasives, on va y arriver, et on espère que ça va éviter l'intubation et éventuellement
éviter ou diminuer la mortalité de ces patients. Si on se place du côté de l'institution, des care providers, comme on dit en anglo-saxon, l'idée c'est, et notamment en période pandémique, de diminuer la demande sur les respirateurs, de retarder, voire mieux encore, d'éviter l'admission en réanimation, et puis ça va aider à la gestion des flux de ces patients. Et comme vous le savez, au cours de ces 2 dernières années, surtout de la première vague, la question du timing, pardon, la question du management non invasif, derrière cette question, il y avait la question du timing de l'intubation. Et on est vraiment en plein dans le cœur du sujet de ce soir. Et ça a suscité un débat assez vif, passionné. Et je vous encourage très vivement à lire cet échange de correspondance avec parfois des critiques assez acerbes entre voilà, des grands noms de l'insuffisance respiratoire aiguë, de la ventilation mécanique, Luciano Gattinoni, Martine Tobin, et c'est vraiment très intéressant de voir des visions assez différentes sur justement cette prise en charge non invasive, combien de temps on peut laisser un patient en ventilation spontanée, en hypoxémie sévère, avant de l'intuber. Un élément de réponse a été donné par cette étude française, coordonnée à la pitié par Mathieu Schmitt, mais qui avait bénéficié de l'apport de tous, puisque on est plus de 80 services à avoir inclus des patients dans ce travail prospectif, qui a regardé donc les patients admis en réanimation pour SDRA liés à un Covid-19. Et donc, cette étude a regardé, ou en tout cas dans ses premiers résultats, a regardé l'utilisation des différents supports ventilatoires, qu'ils soient non invasifs ou invasifs, et puis la mortalité, en distinguant 4 périodes que vous voyez ici, avant le 15 mars, donc on est en 2020, entre la deuxième quinzaine de mars, la première quinzaine d'avril et la deuxième quinzaine d'avril. Et donc vous voyez qu'au cours du temps, on a eu une augmentation assez conséquente du nombre de patients pris en charge par eau débit nasal, parce qu'il y avait petit à petit cette diminution de la crainte de l'exposition virale des soignants. Ça a abouti, ou ça s'est accompagné d'une diminution du nombre d'intubations ou de patients intubés DJ1, d'une diminution globale sur l'intégralité de la population des patients finalement intubés au cours de leur séjour, et ça s'est accompagné d'une réduction assez importante de la mortalité à 90 jours. Évidemment, il n'y a pas directement de lien de causalité, c'est une association. Il y a plein d'autres éléments, j'en conviens tout à fait avec vous, qui ont permis cette amélioration du pronostic. On le sait très bien, meilleure gestion des anticoagulations, utilisation du DV, également corticoïdes pour la fin de cette première vague. Il n'empêche qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une association entre modalité de prise en charge à la phase aiguë de cette hypoxémie sévère et survie du patient. Alors, lorsqu'on est clinicien, finalement, dans la prise en charge de cette balance bénéfice-risque à l'intubation, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans les bénéfices potentiels, c'est évidemment, et ça va aller avec ce que je disais sur le fait de soulager le patient, donc une réduction importante de son travail respiratoire, une diminution de la consommation d'oxygène, éventuellement une diminution de sa dysfonction diaphragmatique, redistribution du débit cardiaque et une meilleure oxygénation, un transport et oxygénation des tissus. Les effets indésirables potentiels, vous les connaissez, c'est bien évidemment d'abord ceux qui sont inhérents à la technique immédiate, et notamment malheureusement l'arrêt cardiaque, notamment chez les patients les plus hypoxémiques, et puis toutes les complications liées à la ventilation, vous les connaissez, les lésions induites par la ventilation, les lésions diaphragmatiques, les pneumonies nosocomiales, et puis évidemment un séjour prolongé et éventuellement une neuropathie de réanimation. Si on regarde la balance bénéfice-risque d'une stratégie non invasive, elle va être un petit peu en miroir. Évidemment, si cette technique est couronnée de succès, ça va être d'éviter l'intubation et donc toutes les complications inhérentes à cette intubation et de cette ventilation, une durée plus courte en réanimation, une survie meilleure, et puis évidemment, sur un plan plus institutionnel, un moindre besoin de lit de réanimation et de respirateur. Et puis, lorsque cette technique est un échec, donc les effets indésirables, ça peut être éventuellement ce retard à l'intubation. On retombe sur tous nos effets indésirables de la ventilation mécanique, une mortalité accrue et puis une durée de séjour plus importante. Alors, est-ce qu'on a une fenêtre thérapeutique idéale pour
pour justement bien positionner le moment avec lequel on va décider d'intuber le patient. Si on regarde pour la VNI, comme je vous l'ai dit, enfin pour l'ensemble des techniques, et je remontre à dessein cette illustration un peu de ce cercle vicieux du patient en ventilation spontanée qui va aggraver ces lésions existantes, hein, parce qu'il y a une fuite capillaire, parce qu'il y a un œdème pulmonaire, donc ça va altérer les échanges gazeux, ça va augmenter son drive respiratoire qui peut déjà être important, et puis donc ça va aggraver ces lésions pulmonaires et donc auto-infligées par le patient. Et donc, encore une fois, cette idée de quand est-ce qu'on peut casser ce cercle vicieux. En termes de fenêtre thérapeutique, illustrée ici par cette revue de la littérature effectuée par Laurent Brochard il y a maintenant quelques années, donc elle ne va pas être très précise, mais c'est pour vous illustrer cette idée que la technique peut être inutile lorsqu'elle est trop précoce et éventuellement dangereuse lorsqu'elle est trop tardive, et je vous l'ai illustré, mais qu'elle peut être bénéfique à un moment donné. Et évidemment, toute la difficulté, c'est d'essayer d'identifier précisément à quel moment cette thérapeutique peut être bénéfique. Encore une fois, je ne vais malheureusement pas vous apporter de réponse chiffrée, mais plutôt une réflexion sur la prise en charge de ces patients. Pour l'OHD, encore une fois, quelques données, et je reviendrai sur ce travail qu'on avait fait avec Oriol Roca pour montrer que, sans doute, au-delà de la 12e heure, il y avait peut-être, c'est un petit collectif de patients, et ça mérite d'être évidemment confirmé à plus large échelle, mais peut-être un surrisque de mortalité lorsque l'intubation survenait après la 12e heure d'utilisation de l'OHD. Encore une fois, c'est pour vous donner un ordre de grandeur plus qu'un chiffre absolu, définitif pour l'ensemble de nos patients. Mais cette idée, clairement, quelque part entre la première et la 48e heure, ou peut-être la 24e heure, il va falloir se poser la question de l'intubation chez nos patients qui sont en échec de cette technique. Et donc, pour pouvoir le faire, il va falloir pouvoir les identifier de façon précoce pour éviter ce retard. Et donc, et là je remercie mon collègue espagnol de Barcelone, Oriol Roca, qui m'avait sollicité en disant que ce serait intéressant qu'on poole tous les patients qu'on a mis dans nos différentes études sur l'OHD pour essayer de trouver un ou plusieurs critères qui nous permettraient d'identifier précocement l'échec du haut débit nasal ou en miroir son succès. Et donc, dans un premier travail qui était celui que nous, on avait dans nos différentes cohortes, on avait identifié la persistance de signes de détresse respiratoire, la survenue d'une défaillance supplémentaire d'organes qui soit principalement hémodynamique ou neurologique, ou éventuellement une atteinte radiologique plus importante comme étant des facteurs d'échec. Mais pour s'intéresser plus précisément au patient lui-même et finalement sa réponse au traitement, lorsqu'on avait poolé toutes nos données avec Oriol, on avait pu établir un score que vous connaissez maintenant, qui s'appelle le score ROX, qui est la division de la saturation pulsée en oxygène par la FiO2 elle-même divisée par la fréquence respiratoire, comme étant un facteur prédictif d'échec de l'OHD. L'intérêt de ce score, c'est d'abord qu'il est purement clinique, qui combine finalement les trois valeurs qu'on regarde le plus souvent lorsqu'on rentre dans la chambre du patient, sa fréquence respiratoire, la saturation et la quantité d'oxygène dont on a besoin pour atteindre cette saturation. Et donc, on l'a combiné en une seule valeur. L'idée était partie un petit peu comme l'index F sur VT de Martin Tobin, et c'était de là qu'était parti Oriol Roca lorsqu'il a essayé de construire ce score, en gardant à l'idée que, et c'était très bien illustré dans ce papier, encore une fois, que je vous encourage à lire, c'est toujours très intéressant de regarder, voilà, vous voyez 20 ans, 30 ans en arrière, comment certains index ont été construits, l'idée que beaucoup d'index ne sont pas performants ou pas suffisamment performants parce que finalement, ils ne sont pas assez proches de la réalité physiologique des patients et de ce qui détermine finalement l'outcome de ces patients. Et donc, il faut vraiment s'approcher de valeurs et de grandeurs qui reflètent très précisément les altérations physiologiques des patients. Et une autre idée, c'est que là encore, il fallait, pour être précis dans la prédiction, qu'il fallait qu'on intègre un certain nombre de grandeurs physiologiques, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Oriol Roca, en partant finalement de qu'est-ce qui déterminait l'échec chez les patients. On s'était inspiré des critères de Florali, et là encore, on avait principalement la fréquence respiratoire et la désaturation. Donc, ça faisait sens d'intégrer ces valeurs dans le score ROX.
Et donc, on a mis finalement au numérateur ce qui était positivement associé au succès de la technique, la saturation et la FiO2, et au dénominateur, la fréquence respiratoire qui, lorsqu'elle était élevée, était inversement associée à l'échec, enfin, était associée à l'échec, donc inversement associée au succès de la technique. Et donc, on a conforté les résultats d'un premier travail dans une validation prospective qui a été faite ici. Et donc, vous voyez que les patients qui sont donc tous donc mis sous oxygénothérapie à haut débit, et donc lorsqu'on évalue ce score ROX à la 12e heure, vous voyez que ceux qui ont un score qui est supérieur à 4,88, ça c'est votre probabilité cumulée d'être intubé, vous voyez que vous restez toujours au-dessus d'à peu près 80%, alors que ceux qui ont un score inférieur, vous voyez que la probabilité de ne pas être intubé décroît au cours du temps, illustrant ces patients en échec d'OHD, et donc comment dire, une valeur assez discriminante de cet index ROX. Un point important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on s'est intéressé à s'assurer que statistiquement, ce score était meilleur ou plus performant que chacune des composantes du score prises individuellement. Sinon, évidemment, il n'y avait aucun intérêt à choisir un énième score ou une énième valeur. Un point important qui avait été soulevé par les reviewers de ce travail, c'était qu'évidemment, il y avait une zone grise, puisqu'on n'a pas la même valeur pour l'échec que pour le succès de la technique. Et donc, mais comme sur certaines évaluations cardiographiques sur le remplissage, les pressions de remplissage, il y a cette zone grise. Et donc, celle-là, on la reconnaît parfaitement. Mais on avait pu donner quelques éléments de réponse sur cette zone grise. La première, c'est que finalement, très peu de patients étaient concernés par cette zone grise, seulement 21 sur 191, ça fait à peu près, vous voyez, 11%, et que le degré d'incertitude, finalement, lorsqu'on regarde les patients qui ont eu besoin d'être intubés, des patients qui étaient dans cette zone grise, c'était seulement un tiers de ces patients. Et donc, finalement, cette incertitude que pourrait avoir le clinicien lorsqu'il est confronté à cette zone grise, elle concernait finalement assez peu de patients et assez peu par ce qui nous importe, à savoir la décision d'intubation. Un autre point très important, lorsqu'effectivement on a une première valeur dans cette zone grise, le message c'est qu'il faut répéter une demi-heure ou une heure plus tard la mesure du score ROX, et elle va vous aider pour prendre votre décision d'intuber ou pas le patient. C'est ce qu'on a fait là, ce que vous voyez illustré ici. Et donc lorsqu'on compare ces deux valeurs de ROX prises à une demi-heure ou une heure d'intervalle, elle va vous déterminer l'évolution du patient. Lorsque ce delta de ROX est supérieur à 0,5. Donc ici, vous voyez, vous avez une valeur proche de 1, voire 2, lorsque c'est mesuré au cours du temps. Ces patients-là, donc finalement, n'ont pas eu besoin d'être intubés, alors qu'à l'inverse, et c'est illustré ici en rouge, les patients dont le delta de ROX était inférieur à 0,5, voire négatif, ces patients ont finalement dû être intubés. Et donc, la variation de ce score ROX prise peu de temps après sa première évaluation, lorsque vous êtes dans la zone grise, va vous aider finalement à savoir quel chemin prend ce patient. Si le score ROX s'améliore, si son delta de ROX est supérieur à 0,5, sa probabilité de ne pas être intubé augmente. À l'inverse, lorsque ce delta de ROX est inférieur à 0,5, il y a une très forte chance d'être intubé. Autre question qui était importante, c'était de savoir si finalement ce score faisait mieux que les critères habituels de recours à l'intubation. On a choisi arbitrairement, on aurait pu prendre une autre valeur, mais c'est celle qu'on retrouvait dans beaucoup de papiers, cette valeur de fréquence respiratoire comme cutoff 35. Dans certains papiers, c'est 40, dans certains, c'est 35, dans d'autres, c'est 30. On s'est mis à une valeur médiane à 35. Vous avez ici illustré des patients qui tous avaient une fréquence respiratoire inférieure à 35, donc schématiquement qui n'avaient pas de critères d'intubation. Je reconnais le côté un peu arbitraire, un petit peu brut de décrochage de ce critère, mais c'est pour illustrer un petit peu le propos. Donc si on se base sur ce critère, on va dire traditionnel d'intubation, aucun de ces patients n'avait ce critère-là, alors qu'ils avaient tous l'index ROX qui incitait le clinicien à intuber ce patient. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est finalement qu'est-ce qu'il est advenu de ces patients. Et c'est ce que vous voyez ici dans les barres rouges. Vous voyez que la très grande majorité de ces patients, près de 90% de ces patients, ont finalement été intubés. Et donc, le message qui mérite bien évidemment d'être confirmé sur une beaucoup plus grande cohorte de patients, c'est qu'on a le sentiment que effectivement le score ROX a permis d'identifier plus précocement
que les critères traditionnels, le besoin d'intubation chez ces patients. Et donc, ça nous a... Juste, Jean-Damien, avant que... Il y a une question Oui. de Baptiste Hirsinger qui demande, est-ce qu'il y a déjà eu des études randomisées sur intubation précoce versus tardive dans l'insuffisance respiratoire aiguë? Et il fait un petit commentaire, parce que si toutes les études suggérant un lien entre timing et mortalité sont observationnelles, elles pourraient simplement être le reflet de deux populations hétérogènes de patients en termes de moment d'aggravation qui expliquerait la différence de mortalité. C'est une très très bonne remarque et effectivement on est toujours confronté à ce problème. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on construit éthiquement parlant une étude dans laquelle on considérerait qu'on a des critères d'intubation mais on laisse le patient ne pas être intubé. Et ça, c'est un vrai dilemme éthique et c'est pour ça que depuis 20 ans, on tourne autour de ça. Comment est-ce qu'on accepte finalement de pousser le bouchon encore un peu plus loin? Et encore une fois, voilà, moi, je n'ai pas la réponse de ce point de vue-là sur le plan éthique et sur le plan design de l'étude, mais c'est évidemment quelque chose qu'on a fait. Alors, ça a été fait encore une fois de façon observationnelle dans le Covid, puisque faute de moyens, faute de ventilateurs, il y a des patients qu'on n'a pas intubés alors que 2 ans avant, ils auraient tous été intubés, mais qu'on a laissé sous CPAP, sous VNI, sur un brancard aux urgences, en le prenant quand même en réanimation, mais 6 à 8 heures plus tard. Mais encore une fois, moi je serais très désireux d'avoir des uns et des autres des propositions de schémas d'études dans lesquels, encore une fois, on accepterait collectivement que ces patients présentent des critères d'intubation, mais qu'on décide finalement de ne pas le faire et encore une fois, de pousser le bouchon un peu loin. Alors, on peut la construire, cette étude, en mettant des critères finalement pas trop durs, en se disant, bon, finalement, on se laisse une petite marge. C'est ce que, voilà, encore une fois, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Je vais donner une autre réponse qui est un peu, comment dire, en parallèle, qui ne répond pas exactement, mais celle qu'on est en train de mener en Espagne avec Oriol Roca, c'est justement, donc on y répond indirectement, c'est d'utiliser l'algorithme que vous voyez présenté à l'écran. C'est-à-dire que plutôt de considérer des patients en se disant, voilà, c'est une intubation, on va la laisser poursuivre un peu plus longtemps, on s'est dit, comme le score ROX, on a le sentiment qu'il permet d'identifier peut-être plus tôt des patients qui ont besoin d'être intubés, on va le comparer à la pratique quotidienne clinique des patients. Et donc ça, c'est ce qui est actuellement en train d'être fait en Espagne, donc avec cet essai qu'on a établi avec Oriol Roca, basé précisément avec l'algorithme que vous voyez ici. Et donc les patients sont randomisés entre application de l'algorithme ou alors une pratique clinique courante dans les services qui incluent ces patients. On n'a pas loin de 280-300 patients qui sont inclus pour un total de 600. Donc, c'est un élément de réponse, mais encore une fois, on est bien d'accord qu'on aimerait pouvoir randomiser. J'intube pas et je laisse voir ce qui se passe et j'intube tout de suite. En tout cas, si on veut se baser sur le critère ROX, le mot-clé, c'est que c'est vraiment une évaluation dynamique au cours du temps. L'intérêt, c'est que vous pouvez le faire quasiment en continu. Il y a même certains qui ont mis au point, par l'intégration des différents signaux, finalement, une donnée quasiment continue sur le scope. Et donc, évidemment, si votre ROX augmente au cours du temps, vous vous éloignez du risque d'intubation. Si le score ROX stagne ou s'il décroît, vous êtes à plus grand risque d'intubation. Et donc, on a utilisé cet algorithme, en tout cas pas l'algorithme en lui-même, mais l'utilisation du score ROX au cours du Covid. On avait été assez flatté d'avoir été retenu dans les 20 articles que tout réanimateur devrait lire sur le Covid. Et donc, on a publié notre expérience de l'utilisation du score ROX au cours de la première vague avec nos patients Covid. C'était des patients qui étaient tous très sévères en SDR1 et 62 finalement ont été traités en première intention par haut débit nasal. Très tôt dans le service, on a utilisé l'OHD. Je vous avoue qu'on a
voilà, on s'était un peu affranchi des consignes qui étaient de ne pas le faire parce que voilà, on avait ce sentiment qu'on on en allait trop loin si on les intubait d'emblée. Comme vous pouvez le voir, ce sont des patients plutôt jeunes, évidemment, plutôt en surpoids, une partie non négligeable diabétique. Et vous le voyez avec, évidemment, les dédimères élevés, un SAP2 assez élevé, des délais moyens de premiers symptômes qui étaient tout à fait classiques, en tout cas pour la première vague, même si c'est un peu différent maintenant, de 9 jours. Et vous voyez des patients qui étaient sévèrement hypoxémiques, hein, puisque une pression partielle en oxygène à 80 sous au moins 80% de FiO2, avec à peine 96% de saturation. Des fréquences respiratoires un petit peu plus basses que nos patients, entre guillemets, SDRA standard, ça on le savait, avec les patients Covid, et un index médian à 4,6. Un tiers de ces patients n'ont pas eu besoin d'être intubés, sont sortis vivants de réanimation, 63% ont été intubés, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement, exactement comme les Sud-Coréens, un délai médian avant intubation de 10 heures, avec l'idée qu'on a vraiment chez ces patients qui étaient extrêmement graves, mis en route l'OHD, j'ai envie de dire coûte que coûte, mais sans trop prendre ce qu'on peut imaginer trop de risques, puisque ces patients ont été intubés 10 heures en médiane après la mise en route de cette technique. Et donc, vous voyez que lorsque les patients avaient un score ROX supérieur à 5,37, ils avaient une probabilité de ne pas être intubés qui était beaucoup plus basse que ceux qui avaient ce score ROX inférieur, traduisant une assez bonne performance discriminante de ce score, comme vous le voyez ici. Et donc, la question qui est souvent posée, c'est comment est-ce que vous expliquez le fait que 5,37, ce n'est pas la valeur que vous nous avez donnée auparavant, qui est de 4,88. Elle s'explique assez facilement, comme je viens de vous le dire, par le fait que ces patients avaient une fréquence respiratoire globalement plus basse que les patients chez lesquels on avait établi le score ROX qui était non Covid. Et si on prend finalement simplement le delta moyen de la fréquence respiratoire, on retrouve exactement ce delta entre 4,88 et 5,37, et ça a été confirmé par d'autres par la suite. C'est ce que je vous illustre ici. Hein. Donc, c'est les différentes expériences de l'utilisation du score ROX au cours de la pandémie Covid, avec à chaque fois, on reste en prospectif, on reste en observationnel sur des petites cohortes, mais à chaque fois, cette idée que oui, le score ROX est un indicateur prédictif et utile à la prédiction de l'évolution des patients sous OHD. Ici encore, ça a été fait dans plusieurs études. Je vous montre ici différents. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a même eu une méta-analyse qu'il a faite. Et puis, ça a même été utilisé en pédiatrie. Ici, une étude pédiatrique qui s'est approprié le score. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Donc, si on se résume un petit peu le plan de cette présentation, je vous ai illustré d'avoir des pratiques très, très différentes, un impact du timing de l'intubation, et je rejoins parfaitement cette idée que peut-être si les gens sont intubés plus tardivement, parce qu'ils ont une présentation différente, une gravité différente, il n'en demeure pas moins qu'il y a un lien avec cette intubation tardive et que peut-être on peut essayer d'améliorer le pronostic chez au moins un sous-groupe de ces patients-là. Qu'une façon d'aider au diagnostic, ou en tout cas de l'identification de ces patients, on avait le score ROX avec ses qualités et ses faiblesses. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était finalement la modalité de prise en charge de ces patients. Donc l'OHD très certainement, je vous l'ai illustré sur l'étude COVID-ICU publiée dans Intensive Care, mais également quelques données sur CPAP-VNI. Un travail qui est issu justement de la base de données COVID-ICU, ça a été justement de regarder un peu plus précisément les différentes stratégies non invasives qui avaient été utilisées chez les patients, principalement VNI et OHD, et d'essayer de regarder chez ces patients-là, est-ce qu'on avait des différences en termes d'échec et puis de survie ou de mortalité. D'abord, quel est l'impact de la modalité d'oxygénation sur l'intubation? Et donc, l'échec d'oxygénation était défini soit par une incrémentation vers une technique entre guillemets supérieure, soit vers l'intubation. Et lorsqu'on regarde donc les trois thérapeutiques proposées majoritairement chez ces patients, donc l'oxygène standard, le haut débit, la VNI, vous voyez que vous avez ici l'incidence cumulée d'échecs d'oxygénation, et donc elle était plus faible, cette incidence, pour le haut débit nasal, donc finalement moins d'échecs
de cette première ligne de traitement avec le haut débit nasal qu'avec l'AVNI ou l'oxygène standard. Si on regarde la mortalité, là, les courbes s'inversent. Donc là, c'est de la probabilité de survie qui est illustrée ici. Et donc, encore une fois, on a en rouge l'OHD, en bleu l'oxygène standard, et puis en vert l'AVNI. Vous voyez ici une probabilité, ou en tout cas plus de décès avec l'AVNI de façon assez nette. Évidemment, c'est une étude prospective non randomisée, donc avec des biais. Donc, pour essayer de minimiser ces biais, les auteurs ont fait une analyse multivariée pour essayer de dégager des facteurs associés avec cette mortalité à 90 jours. Et si on prend l'oxygène standard comme référence, vous voyez que la seule technique de support non invasif qui est statistiquement associée à cette mortalité à 90 jours, c'est la VNI. Vous voyez, avec un hazard ratio de 2,64 en univarié, 2,75 en multivarié, c'est statistiquement significatif, et ça n'est pas le cas pour l'OHD. Donc, un signal quand même assez fort que la VNI, dans cette population de patients, était un facteur de risque de mortalité à 90 jours. Vous savez qu'il y a eu l'essai Recovery qui est sorti, qui a été publié dans le JAMA, qui a fait quand même couler beaucoup d'encre sur un petit peu la façon dont il a été fait, un certain nombre de biais. Donc, il comparait 3 possibilités, oxygène standard, Optiflow et puis CPAP, avec la possibilité de randomiser vers un des deux bras. Celle-ci, c'était assez critiquable, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Excusez-moi. Et le fait aussi que cet essai a été interrompu prématurément faute de recrutement, donc il n'est pas dimensionné, il n'a pas la puissance pour pouvoir répondre à la question. Les principaux résultats étant qu'il n'y avait pas de différence entre oxygène standard et haut débit pour prévenir l'intubation, alors qu'il y en avait une en faveur de la CPAP. Un point également, près de 24% de crossover chez les patients oxygène standard vers l'OHD qui ne sont pas prises en compte dans une analyse de sensibilité. Et puis également le fait que ces patients étaient principalement pas pris en charge en réanimation et donc là aussi peut-être des modalités de surveillance qui n'étaient pas exactement les mêmes. Lorsqu'on regarde, et je vais focaliser là-dessus pour éventuellement chercher une petite différence en faveur de l'OHD par rapport à l'oxygène standard, lorsqu'on regarde les patients les plus graves, ceux qui ont une FiO2 supérieure à 60%, alors à ce moment-là, il y a peut-être un bénéfice, mais encore une fois, globalement, une étude qui montre plutôt la supériorité de la CPAP. Et donc, on en est en ce support non invasif, encore une fois, avec ces 3 techniques, l'oxygène standard, l'OHD, la VNI et la CPAP, à comparer un petit peu les deux. Je vous invite à lire cette revue de la littérature ou cette narrative review qui est très bien faite dans Intensive Care, qui justement débat un petit peu et qui présente ces 3 techniques, ou enfin qui laisse tomber plutôt de côté l'oxygène standard, mais qui s'intéresse à le haut débit nasal, la ventilation au masque et le helmet. Et donc, c'est toujours intéressant, même si on sait qu'avec le helmet, on a quelques études qui sont positives, des faibles effectifs et qui sont assez souvent toujours faites en Italie. Juste un point sur les effets indésirables, c'est toujours intéressant de voir que finalement, ils sont assez longs sur le helmet et la VNI et finalement très court avec le haut débit nasal qui souligne encore une fois la simplicité de cette technique. Lorsqu'on regarde sur des méta-analyses qui cherchent à comparer les différentes données et pour essayer de dégager quelques éléments de réflexion ou de signaux, cette étude montre qu'on n'a pas de différence sur le risque d'intubation entre OHD et VNI, avec un effet plus important avec le helmet, et pas d'effet sur la mortalité. Le seul effet qui est bénéfique avec la mortalité, c'est le helmet, mais très peu d'études et finalement relativement peu de patients au total. Et surtout, la question, je pense, qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça a du sens d'opposer toutes ces techniques? On a le plus souvent, et je pense que vous l'avez tous fait ou vous l'avez tous vu dans vos services, les patients ont eu un peu de toutes ces techniques mélangées avec des séquences différentes. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, ça a du sens de construire des essais où on va opposer une technique par rapport à une autre, alors que dans la vraie vie, on est souvent amené à
à les mélanger. Je vous illustre ici différentes modalités de prise en charge et de trajectoire des patients issus de la base COVID ICU sur laquelle on est en train de travailler dans un des groupes d'études ancillaires. Je ne vais pas rentrer dans le gros du détail, mais vous voyez sur la gauche, vous avez l'état dans lequel se trouve un certain nombre de patients, sur les plus de 3000 patients qui sont dans la base, donc O2 simple, au débit nasal, VNI, la ventilation invasive et ceux qui étaient très rapidement sur ECMO. Et puis, on a regardé les différents changements vers une de ces modalités ou vers la sortie ou vers le décès. Et c'est simplement pour illustrer que finalement, il y a eu pas mal de changements entre ces différents états. Et donc, on a quand même beaucoup combiné entre la VNI, l'OHD, l'oxygène standard et parfois évidemment l'intubation. Et donc, plus que d'opposer ces différentes techniques, peut-être est-ce qu'il faut plutôt réfléchir à quelle est la séquence qui est la plus intéressante chez ces patients et peut-être est-ce qu'il y a un ordre qui peut être plus intéressant qu'un autre pour améliorer le pronostic de ces patients. Voilà, ça c'était une diapo qui s'est interposée, c'était juste les limites de l'étude Recovery, donc il n'y avait pas de stratification sur la sévérité des patients, il n'y avait pas de protocole bien établi pour le débit nasal, alors qu'on sait que le débit est très très important, il n'y avait pas de critères prédéfinis d'intubation, alors qu'on a une durée d'intubation un délai entre une durée d'utilisation de l'OHD jusqu'à l'intubation qui est beaucoup beaucoup plus courte qu'avec les VNI, donc peut-être que les cliniciens étaient plus confiants avec la VNI et donc l'ont laissé durer plus longtemps et on laissait plus de chance à la VNI qu'avec l'OHD, ce d'autant qu'à l'époque, les sociétés savantes ne recommandaient pas l'utilisation de l'OHD, donc certes, les patients étaient randomisés, c'était accepté, mais encore une fois, avec une société savante qui ne préconisait pas cette technique. Donc, on peut imaginer que inconsciemment, les cliniciens, dès qu'ils voyaient peut-être que le patient allait un petit peu moins bien sous OHD, se précipitaient pour l'intuber, alors qu'avec la VNI, ils laissaient plus longtemps. Et puis, comme je vous l'ai dit, un crossover très, très important dans le groupe O2 conventionnel, 24%, et pas d'analyse de sensibilité. Donc, là encore, des biais assez importants qui limitent la portée de l'étude recovery, même si elle mérite d'avoir été faite, et puis voilà, d'être une piste de réflexion. Dernier élément de prise en charge de ces patients donc sévèrement hypoxémiques en ventilation spontanée, c'est l'intérêt du DV vigile. Et vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle un méta-trial, donc qui est une mise en commun de données, une décision préalable à l'effectuation de plusieurs études randomisées dans différents pays qui décident au préalable de mettre en commun leurs données, donc de façon prospective, et donc ils vont essayer d'harmoniser au maximum les données pour pouvoir en faire une espèce de méta-analyse, mais encore une fois qui est faite avant même d'avoir décidé de conduire les essais, donc qui a été publié dans Lancet Respiratory Medicine. Donc c'est Stéphane Herman qui en est le premier auteur, et donc qui compare donc deux stratégies, une où les patients sont laissés en décubitus dorsal et une autre où les patients sont encouragés plusieurs fois par jour à être en décubitus ventral. Donc, près de 500 patients sont randomisés dans chaque bras, avec comme critère de jugement l'échec, qui est soit le décès, soit l'intubation. Vous voyez qu'il y a une différence significative en faveur des patients qui sont traités par le DV vigile, donc chez des patients en détresse respiratoire aiguë hypoxémique liés au Covid-19, et que c'est principalement lié à une diminution du recours à l'intubation. Sur la mortalité, il n'y a pas de différence. Et donc, très clairement, le fait de proposer systématiquement, de façon répétée au cours du temps, le DV vigile chez les patients traités en première intention par le haut débit nasal amène à moins d'intubation que les patients également traités par haut débit nasal, mais qu'on va laisser en décubitus dorsal. Vous voyez que les deux courbes se distinguent assez précocement et assez nettement. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le score ROX de ces patients, vous voyez sa fluctuation au cours du temps. Juste avant la mise en DV et juste après, vous voyez qu'on a un gain important, et donc ça montre bien que le score ROX est un reflet d'une réponse à une thérapie, ici l'OHD plus la combinaison avec le décubitus ventral, et qu'on perd un peu de l'efficacité de la technique, mais on le maintient quand même à un niveau qui est plus important de celui dont on était parti après une heure de retour en décubitus dorsal.
Un point très important dans cette étude, qui est illustré sur la partie droite de cette figure, c'est la durée médiane de temps passé en décubitus ventral. Et vous voyez que plus les patients ont passé du temps en décubitus ventral, plus l'effet était bénéfique en termes de réduction de l'intubation. Et donc, le cut-off qui a été établi, il se situe à peu près à 8 heures. Et donc, pour les patients qui ont eu moins de 8 heures de décubitus ventral au total par jour, vous voyez que finalement, le gain en termes de réduction de l'intubation est relativement modeste, alors qu'il se dessine très clairement chez les patients qui ont plus de 8 heures. Vous voyez que les barres bleues ici, qui sont les patients qui n'ont pas été intubés, sont beaucoup plus nombreux. Donc, vraiment une incitation à proposer très régulièrement, même si c'est pour des périodes courtes, c'est pas grave, hein, c'est une durée cumulée. Donc, il faut régulièrement proposer le décubitus ventral à nos patients et encore une fois, essayer d'avoir comme cible, et je pense qu'on peut leur dire aux patients, hein, ça peut les motiver, les encourager, d'avoir cette cible de 8 heures au minimum de DV. Quelques dernières considérations, je vous l'ai dit, sur donc les critères d'intubation et ce qui amène à la décision d'intubation. D'abord, sur la pertinence de ces critères, je vous ai dit qu'ils existent, hein, bien évidemment, mais il y a un flou encore. Hein. Est-ce que c'est 30 de fréquence respiratoire? Est-ce que c'est 35? Est-ce que c'est 40? Est-ce que l'hypotension artérielle joue ou pas? Quel est le score neurologique qui doit être pris en compte? Et tout ça est encore extrêmement varié dans les différents essais. Et Baptiste Gaborio, qui est en thèse de sciences avec moi, a fait une très belle étude justement, regardant l'ensemble de ces critères dans les papiers qui évaluent l'intubation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë et a trouvé des variations très, très importantes. Et puis, dernier point, c'est ce que j'avais illustré en début de présentation en disant que sans doute, est-ce que ça n'est pas que la considération clinique du patient, de son état respiratoire qui rentre en ligne de compte, et c'est ça qui explique que, comme je vous le disais en introduction, il y a certains services où il y a moins de 5% des patients qui sont intubés avant la 8e heure, quand dans d'autres services, pour un patient entre guillemets identique, c'est 45%, c'est que sans doute, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Et ça a été très bien illustré dans ce travail que je vous invite à lire. C'est l'équipe d'Eugène Gagic à la Mayo Clinic, donc à Rochester aux États-Unis. Et donc, ils ont, dans une étude semi-qualitative, analysé la prise de décision de l'intubation au lit du patient. Donc, ça a été fait par des interviews structurées, et je trouve que ça, c'est une méthodologie intéressante. Et donc, ils ont regardé finalement les 3 domaines dans lesquels variait la décision d'intubation. Évidemment, tous les facteurs reliés au patient, ce qu'on voit nous et qu'on évalue avec nos différents critères sur le score neurologique, l'hémodynamique et tout ça. En y introduisant quand même des notions, je pense que la notion de trajectoire du patient est intéressante. Elle rejoint un peu ce que je vous disais sur cette utilisation un peu multimodale des différentes justement modalités de prise en charge non invasive, hein, entre l'oxygène, la VNI, l'OHD. Est-ce qu'on est plutôt sur une trajectoire d'aggravation ou pas? Un point très important qui est parfois sous-estimé, hein, qui est finalement le clinicien lui-même, son expérience, son habileté ou son degré de confiance avec l'intubation. On sait que ça joue. Et puis, tout un ensemble de systèmes, de facteurs qu'on prend moins en compte, mais qui sont présents dans notre esprit. Évidemment, la charge de travail, les protocoles, la stratégie dans les services, éventuellement son degré de hiérarchie dans le service, la communication avec les équipes et puis la dynamique d'équipe. Prendre un exemple que vous connaissez, que vous vivez au quotidien, vous pouvez très bien décider d'intuber un patient sur les coups de minuit, non pas forcément parce qu'il est beaucoup plus grave qu'à 23 heures, mais simplement parce que vous savez que dans une demi-heure, vous allez accueillir un polytraume qui va vous occuper une bonne partie de la nuit. Et donc, vous dites, bah voilà, par sécurité, je vais intuber ce patient. Très clairement, il avait peut-être quelques critères d'intubation, mais il ne s'était pas détérioré. Et c'est donc bien que ce sont d'autres facteurs qui ont abouti à ce que vous décidez de l'intuber le patient, qui n'ont finalement rien à voir avec le patient, mais qui contribuent au fait que finalement, vous prenez cette décision.
Et donc, ils sont amenés ce constat, cette notion d'intubostat que je trouve très, très originale, hein. Et encore une fois, c'est toujours une recherche balance bénéfice-risque, mais là avec d'autres variables que celles illustrées précédemment, sur ce qui aboutit à ce qu'on intubisse un patient tôt, éventuellement trop tôt, à la bonne heure ou éventuellement trop tard. Et donc, ces trois domaines, hein, le patient, le clinicien, l'environnement, le système, et garder à l'esprit que voilà, je n'ai pas de recette à vous donner, mais c'est simplement le fait d'être conscient qu'il y a une variabilité dans cette décision et dans son timing, et que cette variabilité, elle dépend sur pas uniquement le patient, mais sur également votre environnement, votre formation, votre degré de confiance, et que ça doit, voilà, simplement en être conscient, ça doit nous aider à prendre en charge les patients. Que retenir? Pas de recommandations, des pratiques très variées, un difficile équilibre à trouver entre complications de la ventilation mécanique, retard à l'intubation, le psyllie, des conséquences qui peuvent être différentes en fonction des étiologies. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais sans doute, est-ce qu'au cours du sepsis, une intubation trop précoce n'est pas forcément nécessaire, alors qu'elle peut peut-être même être délétère, alors qu'inversement, elle semble bénéfique pour le SDR1. Comme je viens de l'illustrer, cette décision avec le timing, c'est un processus décisionnel complexe qui est multifactoriel, que le ROX peut aider, mais évidemment, il n'y a aucune obligation à l'utiliser. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que pas mal de gens au travers le monde s'en servent. C'est un outil comme un autre, et c'est un appui plus qu'une règle absolue. Mais en tout cas, qu'on a un essai en cours qui peut-être nous apportera des résultats intéressants sur la façon dont il permet d'identifier plus précocement que les critères standards à amener à l'intubation des patients. Et que sur les modalités de prise en charge, je ne sais pas s'il faut vraiment opposer différentes techniques, mais peut-être qu'il faut plutôt s'interroger sur les meilleures combinaisons, les meilleures trajectoires de ces techniques, plutôt que de vouloir absolument avoir une réponse binaire, VNI versus OHD ou CPAP. Et je pense que la combinaison de tout ça est intéressante. Je vous remercie de votre attention, et tout ça ne serait pas possible sans toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux différents essais, réflexions qu'on a menés autour de ces questions. Merci, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à toi, Jean-Damien, pour cet exposé extrêmement clair. Je n'ose pas imaginer que vous n'ayez pas de questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes dans le désordre, là. Juste, tu nous as parlé de Helmet. Nos collègues là sont en phase socle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous l'expérience du Helmet. En quelques mots, est-ce que tu peux redire et surtout nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne que de l'autre côté des Alpes? Alors, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne que de l'autre côté des Alpes. Donc, le helmet, c'est donc ce aume, hein, qui est appliqué, qui est sanglé au niveau des épaules, qui permet aux patients d'avoir, alors, paradoxalement, d'être moins claustrophobe, dans le sens où il n'est pas sanglé directement sur le visage. Il y a des questions de réglage, de pressurisation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, effectivement, de l'autre côté des Alpes, et donc en Italie, plusieurs études, certaines critiquables, d'autres un petit peu plus solides, tendant à montrer que lorsqu'on compare Helmet à OHD, on a une meilleure réduction, enfin une réduction plus importante, pardon, l'éviter l'intubation, sans différence sur la mortalité, en tout cas pour le dernier essai auquel nous pensons. Mais pourquoi est-ce qu'on a ces réticences? Parce que peu de reproductibilité en dehors de l'Italie, et sans que je mette comment dire, voilà, de malice là-dedans, mais c'est vrai que les principaux fabricants de ces dispositifs sont italiens, donc il y a une interaction très forte, hein, mais c'est ce qui a fait progresser la recherche, et encore une fois, je ne mets absolument pas d'intégrité en doute, mais c'est vrai que voilà, il y a cette culture en Italie d'utiliser le helmet, et on aimerait qu'il y ait des gens qui soient peu acculturés à cette technique dans d'autres pays qui puissent permettre d'avoir exactement les mêmes résultats. Donc, on reste toujours un petit peu sur notre faim lorsqu'on voit ces résultats-là. En attendant les questions, tu nous as parlé du psylli là, et de la part ou de l'impact du volume courant peut-être dans le psylli. Et pourtant, c'est un indice qu'on ne mesure pas tellement en ventilation spontanée. Est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse au volume courant généré par nos patients? On le fait en VNI souvent, mais pas tellement en ventilation spontanée.
Oui, je pense qu'il faut essayer de l'approximer. Alors, il y a plusieurs travaux en cours, justement, pour essayer de l'approximer. Il y a un dispositif un peu comme un Respitrace qui permet, encore une fois, l'approximation du volume pulmonaire. Il y a évidemment tous les travaux avec l'impédance-métrie thoracique. Il y a des travaux intéressants d'Erwan Lehr à Brest avec une caméra et une approximation. Je ne connais pas bien le détail technique, mais des volumes pulmonaires de cela. Donc, je pense que ça, c'est intéressant à regarder. Nous, ce qu'on a fait de façon un petit peu systématique, le mot est peut-être fort, mais enfin très régulièrement, lorsqu'on avait des patients qui étaient en OHD, voilà, qui stagnaient depuis 24-36 heures, un ROX qui n'était pas suffisamment bas pour qu'on ait l'intubation, mais quand même le sentiment qu'on stagnait beaucoup, on faisait un test de VNI, donc en net zéro, justement pour avoir une approximation de ce volume courant, non pas forcément pour faire de la VNI, mais justement pour se dire est-ce qu'ils ne sont pas en train de générer des volumes courants trop importants. Je pense clairement qu'il y a ça à prendre en compte. Et dans ce que je disais, dans la trajectoire des séquences, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que le drive respiratoire des patients soit évidemment le plus important à la phase aiguë. Et donc, peut-être que c'est intéressant d'utiliser plutôt de l'OHD à ce moment-là, lorsque l'aide est relativement faible, hein, la pression apportée est très faible avec l'OHD. Et peut-être quand ce drive est un petit peu plus bas, peut-être que là, c'est intéressant d'avoir finalement un recrutement plus important avec de la VNI ou de la CPAP. En tout cas, je pense que voilà, des réflexions autour de ça me paraissent intéressantes plutôt que d'opposer systématiquement les techniques. Et donc, tu as commencé à répondre. Le ROX, là, c'est un indice, comme tous les indices prédictifs, sont très utiles quand ils sont précoces. Mais la vraie vie, parfois, on l'a vu dans le Covid, là, c'est qu'on a repoussé le moment de l'intubation parfois très loin. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, on a arrêté de mesurer le ROX? Est-ce qu'on n'y croyait pas? Est-ce que c'est un mauvais indice à la phase tardive? Est-ce que c'est justement là qu'il faut commencer à mesurer les volumes, à mesurer d'autres indices? Je pense que la réponse, elle est un peu dans tout ce que tu viens de dire, mais elle est également dans les données que je viens de vous présenter de la Mayo Clinic. C'est-à-dire que le ROX, il n'explore que la fonction physiologique respiratoire, et encore de façon imparfaite, mais il ne prend pas en compte du tout l'environnement du patient et la formation du clinicien, du réanimateur. Et donc, nous, chez les patients pour lesquels le ROX nous disait d'intuber et qu'on ne l'a pas fait tout de suite, bah, il y avait alors, je suis passé rapidement dessus, hein, c'est très nord-américain, mais la préférence du patient, bah, il y avait un peu de ça aussi. Je pense que vous les avez tous eus, mais nous, on a des patients qui nous ont quasiment supplié de ne pas les intuber. Alors, ça a été très vrai à la phase aiguë, mais j'ai vraiment le souvenir de quelques patients, voilà, qui étaient évidemment parfaitement conscients et qui avaient à peine 88-86% de saturation en 100% avec 30 de fréquence respiratoire et qui nous disaient non, non, mais s'il vous plaît, ça va mieux, regardez, je respire mieux et ne m'intubez pas à cause de tout ce qui était véhiculé dans les journaux et un petit peu à juste titre. Donc, je crois que tout ça fait que on a encore une fois, et puis on a une réticence tous, et c'est normal que le clinicien veuille se dire, bon, c'est pas parce qu'il y a un score qui me disent d'intuber que je vais le faire, je vais attendre un peu. Je pense que ce qui sera intéressant justement, c'est de regarder de façon prospective à quel moment apparaît le score ROX et à quel moment est finalement intuber les patients. On n'a pas toujours, enfin, en tout cas, la première valeur du score ROX qui inciterait à l'intubation et quel est le délai avec lequel finalement le patient est intubé et de regarder est-ce que ça aussi ça a un impact. Je pense que ça serait intéressant justement pour éventuellement le corriger, finalement le mettre au placard ou s'en servir de façon encore plus importante. En tout cas, encore une fois, si on garde ce côté très dynamique, je pense que globalement, il a un intérêt. Nous, on s'en est beaucoup servi, par exemple, pour surveiller les patients dans les étages. À la première vague, surtout, on avait facilement 10-15 patients sous OHD, parfois avec des débits d'oxygène assez importants dans les étages. Et donc, en fait, comme on avait tous les étudiants hospitaliers, on avait pu avoir une brigade, c'est comme ça qu'on les a appelés, une brigade d'étudiants hospitaliers qui, très régulièrement, venait nous rapporter tous les scores ROX des patients dans les étages. Et ça nous a vraiment permis de savoir, OK, celui-là, il peut rester encore en salle, celui-là, non, je préfère le rapatrier parce qu'il est vraiment en train de se dégrader. Ok, et dernière question, pendant 2 ans, là, on a bouffé du Covid. Quelles leçons on en tire sur les stratégies d'oxygénation, parfois un peu tardives,
Notamment, on a revu quelques grippés ou quelques SDRA plus classiques, pneumocoque ou quelle que soit la cause d'ailleurs. Est-ce qu'on a changé nos pratiques, tu penses, avec le Covid, ou est-ce qu'on est revenu à nos fondamentaux d'avant Covid? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que je pense qu'on va observer, on va regarder nos patients SDR1 un petit peu différemment. Donc, avec cette idée que peut-être on peut les laisser un petit peu plus longtemps sous OHD. Et en même temps, on va quand même revenir à nos fondamentaux. Parce que, comme je l'ai dit, les facteurs d'échec avec la survenue d'une deuxième déférence d'organes, ça n'y loupe pas. Tous les patients aboutissent à l'intubation. Et voilà, nos SDR1 sur les pneumonies communautaires à pneumocoque, ils sont quand même souvent un petit peu choqués. Les altérations de la conscience qu'on avait relativement peu avec le Covid, même chez les patients très très hypoxémiques, encore une fois, on le retrouvera moins chez les patients certainement plus âgés aussi, plus comorbides, de nos péritonites qui commencent à beurrer et tout ça. Donc voilà, je crois qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que nous, on aura un peu changé notre vision quand même, de se dire bah, peut-être qu'on peut tester un peu plus, et en même temps, je pense qu'on sera aussi rattrapé pardon, par la réalité de nos patients qui sont quand même pas exactement les mêmes que ceux du Covid. Mais tant mieux si, bah, pour les petites minorités de ceux-là, on va peut-être pas se précipiter sur l'intubation et qu'on va peut-être pouvoir se donner un peu de temps. Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci à tous. On va te laisser récupérer et te remettre de la fin de ton Covid. Ouais, merci Et beaucoup. puis, pour les étudiants, merci. La semaine prochaine, je crois qu'il n'y a pas de webinaire parce que c'est la veille du congrès. On espère tous vous voir nombreux au congrès. Et les webinaires reprendront la semaine suivante, fin juillet. Donc, merci à tous et à bientôt.